Le 30 août 2025, à exactement 7 heures, des missiles Flamingo lancés depuis la côte d'Odessa avancent rapidement vers leurs objectifs en Crimée. Ces missiles volumineux plongent au cœur des défenses russes, comme s'ils attendaient d'être engagés par des S-400. 3 missiles Flamingo semblaient des cibles faciles, mais ils avaient été tirés en plein jour. À ce moment, les généraux russes préparaient une nouvelle attaque via la Crimée et interprétaient les préparatifs ukrainiens comme purement défensifs. L'Ukraine comptait précisément sur cette interprétation. Le moment de l'attaque est en réalité l'instant de faiblesse qui crée des brèches dans la défense. 3 missiles Flamingo, chacun pesant 7 tonnes, d'une portée de 3000 km et capable d'emporter une ogive de 1150 kg, avaient été acheminés vers la rampe de lancement. Pour la première fois, ces missiles Flamingo étaient visibles en plein jour en préparation d'une attaque réfléchie. Comme ils étaient transportés vers la rampe, les S-400 protégeant l'espace aérien de Crimée étaient en service actif. Il n'était donc pas simple pour les Flamingo d'atteindre leur cible et de réussir la mission. Kiev prit tous les risques car un petit paramètre supplémentaire allait être ajouté au tableau, un retard d'une milliseconde dans le suivi et une mauvaise liste de priorités. Les généraux russes pensaient qu'il ne s'agissait que d'une anomalie défensive. Le plan ukrainien attendait précisément ce moment. D'abord, un rideau silencieux tomberait. Puis, une lourde ombre glisserait bas. La préparation de ces missiles au tir était un processus long. Pendant ce temps, d'autres éléments militaires destinés à l'opération avaient déjà été activés. Outre les missiles, les drones kamikazes longs portés UJ-26 constituaient une autre pièce clé de l'attaque. Au début de l'opération, vers 7 heures, une intense activité se faisait sentir autour d'un bâtiment des services secrets russes à Army. Des commandants russes et des officiers du renseignement planifiaient des attaques de drones contre des villes du sud de l'Ukraine. Par ailleurs, le trafic d'hélicoptères sur l'axe Saropol allait s'ouvrir. Le plan de patrouille russe le long de la ligne de sécurité côtière de Sévastopol était verrouillé pour le service du matin. L'armée russe se préparait probablement à une attaque massive simultanée via la Crimée. Cependant, quelques minutes plus tard, une incohérence apparut dans le tableau aérien régional de la péninsule de Crimée, d'abord petite, puis rapidement croissante. Les drones UJ-26 et les 3 missiles Flamingo allaient choquer les officiers du renseignement russe et des éléments de la flotte russe de la mer Noire. Dans la première phase, les drones furent dirigés vers l'espace aérien criméen. Les UJ-26 devaient atteindre la Crimée en environ 45 à 50 minutes de vol. Environ une demi-heure après l'envoi de ces drones, 3 missiles Flamingo furent tirés. Le temps de vol estimé pour que ces missiles atteignent leur cible était d'environ 15 minutes. Autrement dit, drones et missiles allaient créer une tension simultanée dans l'espace aérien criméen, et les cibles seraient frappées en même temps par ces éléments. Alors que les drones approchaient de la Crimée, 3 Flamingo furent lancés à intervalles de 5 secondes. Chaque missile passa en profil de suivi du terrain, parallèle au littoral, à basse altitude. Les altimètres de vol, la navigation inertielle et le GNSS étaient triplement redondants. En cas de perte du GNSS, l'altimètre radar et la référence numérique de terrain, DTM Terprom, étaient prioritaires. Les vitesses de vol restaient modérées, l'objectif était d'approcher sous l'horizon radar à une vitesse subsonique d'environ 950 km/h sans être détecté longtemps. La masse de la ogive et la portée des Flamingo facilitaient la conception tactique. L'ogive de 1150 kg dépasse le seuil de destruction structurelle ou de paralysie fonctionnelle en une seule frappe, produisant une combinaison de pression et de destruction, y compris dans les espaces souterrains grâce à une amorce retardée de type bunker booster. Cette puissance correspond à plus du double de la charge explosive d'un Tomahawk. Ainsi, lorsque ces missiles frappent des bases militaires russes, seule l'explosion et la destruction s'ensuivent. La portée de 3000 km offrait une grande flexibilité de planification des axes d'approche. Par ailleurs, le corps PES des Flamingo, fabriqué en composite fibre de verre, avait été conçu pour résister au système russe de guerre électronique. Pour cette mission, les cibles étaient proches, mais la variété des vecteurs d'approche permise par la portée et l'incertitude du lieu de lancement compliquaient la planification défensive russe. L'impact initial de l'opération vint des drones. Des UAV kamikazes à faible profil approchèrent à basse altitude depuis le nord-ouest et le nord-est de la Crimée. Chaque UJ-26 emportait une charge explosive de 25 à 30 kg. Grâce à leur coque composite et à leur faible surface radar, ils laissaient une ou deux traces par balayage sur les antennes fixes, fournissant une géométrie de points d'impact vers des armoires de distribution électrique, des guides d'ondes et des centres à fibres optiques, avec appairage capteur optique infrarouge. Les drones volaient entre 150 et 180 km/h, contrôlés via GNSS plus INS. En secours, une référence optique. Le rayon d'action était maintenu entre 2 cents et 400 km selon la cible, suffisant pour atteindre la phase terminale en navigation inertielle même sous brouillage électronique. Les frappes aveuglantes augmentent le délai dans la chaîne de traitement du signal, réduisant la fenêtre de temps disponible à quelques secondes. Cela laissait très peu de temps aux défenses russes pour intercepter sans erreur. Les drones ukrainiens approchaient rapidement des cibles pour supprimer complètement cette fenêtre d'interception.
La première frappe aveuglante atteignit l'armoire de distribution électrique du radar de détection 96 L6AP. L'explosion ne détruisit pas l'antenne, mais augmenta le délai dans l'alimentation électrique et la chaîne de traitement du signal. Cela créa une présence, sans identité, sur l'écran et allongea le cycle de classification de l'opérateur. Quelques minutes plus tard, la guide d'onde, waveguide, de l'unité de surveillance côtière MR10M1 se rompit. L'antenne continua de tourner, mais le signal porteur fut interrompu. Dans un réseau hautement stratifié comme celui de la Crimée, une panne totale n'est pas pratique. La vraie valeur consiste à imposer quelques minutes de retard dans la chaîne de réaction. Les batteries Pantsir Tor de la couche inférieure réagirent de manière réflexe. 2 UAV kamikazes furent abattus. Cependant, 4 autres atteignirent leur cabine, cible, et cette attaque dispersée créa une situation intermédiaire qui semblait fonctionner dans le réseau de communication radar sans produire de traces significatives. Les charges de 25-30 kg visaient les éléments d'alimentation principaux plutôt que de renverser l'antenne. Ce choix retardait de quelques secondes le verrouillage de la défense sur le missile d'attaque, et ce délai ouvrait une fenêtre pour un missile volant à très basse altitude. C'est précisément à ce moment que la vague de frappe devait être lancée. Car même si la défense ouvrait le feu, le retard de suivi et la limitation de l'horizon radar ne pouvaient empêcher un missile en profil de vol bas d'infiltrer. Il était maintenant temps. 2 missiles Flamingo devaient cibler le bâtiment du FSB à Armiansk et un Flamingo devait raser Sébastopol. Un autre risque majeur pour l'Ukraine demeurait, le brouillage GNSS. Ainsi, la trajectoire des missiles Flamingo était sauvegardée par le GNSS, l'INS et la référence numérique du terrain. La cible de Flamingo 1 était la salle de commandement et de communication à l'intérieur de la base de sécurité frontalière et de renseignement. L'ogive était un pénétrateur à retardement HE, haute puissance. Ce réglage produit une explosion à l'intérieur du volume après avoir traversé la coque extérieure. La version Bunker Booster maintient le retard à l'échelle milliseconde dans des masses épaisses, amplifiant l'onde de choc à l'intérieur de la pièce. L'objectif n'est pas de détruire le bâtiment de l'extérieur, mais de neutraliser ses fonctions, distribution électrique, réseau, rack, chemin de câble, hub d'infrastructure. Flamingo a atteint les coordonnées de la cible, l'altitude fut stabilisée entre 20 et 25 m. La frappe eut lieu. La coque extérieure en béton du bâtiment FSB resta debout. Avec un retard d'une demi-seconde, l'explosion interne sectionna l'alimentation principale. Les terminaux de la salle de commandement s'allumèrent, mais le réseau resta silencieux. Les relais radio de terrain tombèrent. La signification opérationnelle était claire, il y a de la lumière, mais pas de données. Pour le défenseur, cela est encore plus dangereux qu'un blackout total, car le décideur perd du temps sur un écran incorrect. Pendant que cette situation de crise se poursuivait à l'intérieur du bâtiment FSB, Flamingo 2 se verrouilla sur la faille entre le point de gestion de la ligne de distribution électrique et la cabine de communication de terrain dans le même complexe. L'ogive fut encore retardé. L'objectif était de provoquer une perte de fonction qui étendrait le cycle de réparation de quelques jours à plusieurs semaines. Une brève interférence GNSS fut observée à 15 km du terminal. Le missile resta autonome grâce à l'altimètre, l'INS et la référence numérique du terrain. Quand le signal revint, l'erreur fut corrigée. Entre-temps, la défense lança une nouvelle interception via Pantsir. En raison de la basse altitude et des réflexions urbaines, aucune solution d'interception frontale ne put être trouvée. Bien que la base paraisse intacte administrativement après tous ces tirs de missiles Flamingo, sa fonction de commandement et contrôle était complètement perdue. L'Ukraine passa alors à la phase suivante de l'opération. Flamingo 3 entama le dernier segment vers Sébastopol. La cible était un petit quai où des patrouilleurs étaient amarrés. Les 2 points d'impact sélectionnés étaient le collecteur d'alimentation en carburant et la petite cabine de commandement sur le quai. Pourquoi ces points? Car si ces lignes sont sectionnées, même un quai solide devient inutilisable, les bateaux ne peuvent plus accoster, le cycle de carburant est interrompu et les opérations de plongeurs et barrières retardées. Cela rend l'entrée du port impraticable. Flamingo 3 se stabilisa à 1520 m d'altitude au niveau du terminal. L'ogive était réglée pour exploser en interne. Au moment de l'impact, la conduite de carburant se rompit et la cabine se désintégra. Les pieux d'amarrage furent déplacés. Au moins un patrouilleur Overcraft de classe A8 ou A25 PS subit de lourds dégâts après avoir perdu son amarrage. Pour les autres, le cycle carburant fut interrompu. Sur le côté portuaire, la surface du quai s'était effondrée et la conduite de carburant sectionnée. Le feu défensif continua, mais aucun missile restant à tirer. La fenêtre d'opportunité se referma. Comme la réaction fut retardée, aucune contre-mesure n'eut d'effet significatif. En d'autres termes, la Russie subit le choc des missiles Flamingo et des drones kamikazes en Crimée. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas pu empêcher cette attaque sur le bâtiment du FSB et le Overcraft à Sébastopol? Les S-400 n'étaient pas faibles. Au contraire, ils auraient pu abattre simultanément tous les missiles de croisière.
Mais l'astuce ukrainienne fut la basse altitude, 2030 m, l'horizon radar est limité. Une cible volant bas ne peut être détectée que lorsqu'elle se trouve dans la ligne de visée d'une antenne fixe, en tenant compte de la courbure terrestre. À 30 mètres d'altitude, cela correspond à environ 2025 km. Ainsi, quand le radar la détecte, la cible est presque au-dessus. Si l'intersection frontale ne peut être calculée dans cette fenêtre, le scénario de poursuite arrière est utilisé. La faible altitude et la vitesse constante des flamingos produisent une apparence radar faible et lente, proche d'un petit RCS. Les réflexions côtières créent également des fausses pistes. Le verrouillage est rompu et l'interception échoue. Cela ne signifie pas que le S400 est faible, la combinaison géométrie plus timing rend le système inefficace sur une courte fenêtre. Mais la mission était délicate. Le succès dépendait de retarder quelques dizaines de secondes et de tourner la géométrie basse altitude à l'avantage de l'attaquant. Les flamingos maintenaient les cibles bunkers à la limite de destruction avec leurs grosses ogives. Les opérateurs UJ-26 n'ont pas raté la fenêtre milliseconde. Les drones kamikazes ont créé une dilution plutôt qu'un blackout total. L'aveuglement fut maintenu à la limite et les missiles frappèrent 3 cibles dans la même minute, respectant le timing. La distribution de charge empêcha la défense de se concentrer sur une seule cible. Les difficultés sur le terrain et la marge d'erreur sont importantes, la probabilité de succès était bien supérieure à celle d'échec. 2 UAV kamikazes furent abattus, une vague retardée, et le radar 96 L6 AP récupéra instantanément. La batterie Tour tira 2 intercepteurs sur Flamingo 1. Si le scan de verrouillage avait continué, un vrai risque serait apparu dans la fenêtre d'intersection frontale. Le brouillage GNSS aurait pu dévier la frappe de dizaines de mètres sans référence altimètre terrain. Cela aurait signifié une explosion hors cible. Mais rien de tout cela n'est arrivé, la route et le terminal étaient sauvegardés. Les cibles étaient réparties selon la règle des 2 points critiques au lieu d'une seule grande cible. Au final, aucune erreur en chaîne ne survint et les 3 missiles Flamingo atteignirent leur cible. L'évaluation finale des dommages après l'opération est critique, la base frontalière FSB est privée de fonction de commandement. L'axe d'alimentation est sectionné et la cabine de communication de terrain brûlée. Même si le bâtiment administratif reste debout, il ne peut plus coordonner commandement et approvisionnement des unités sur le terrain. Le quai de Sébastopol est effondré, la conduite de carburant sectionnée, au moins un patrouilleur hors service, et le cycle de ravitaillement des autres interrompu. Que 3 flamingos aient produit de tels résultats montre que même un bouclier en couche, combiné à la masse de l'ogive et au profil basse altitude, peut être forcé à créer des brèches mesurées en minutes. Ensuite, il faudra réorganiser les nœuds capteurs avec des plans d'alimentation et fibres redondants et déployer des antennes mobiles pour l'intersection basse altitude. Mais tant que ce système n'est pas en place, les trous laissés par ces 3 frappes du matin continueront de se faire sentir. Merci d'avoir regardé.